Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Conversation RH, vous le savez maintenant, ce sont des éclairages d'experts qui, à ce micro, nous partagent leur vision de l'évolution des pratiques RH. Conversation RH est un podcast qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des professionnels de santé suite à l'apparition de la pandémie que nous connaissons. Comment évolue le marché du recrutement pour ces professionnels? Quelles sont les spécificités de ces populations? Comment les convaincre de rejoindre un établissement de santé? Et pourquoi les médecins du travail sont indispensables et ont été en première ligne en entreprise ces derniers mois? Réponse dans cet épisode au cours duquel j'ai le plaisir de recevoir Valérie Le Beaupin. Bonjour Valérie. Bonjour David. Valérie, tu es directrice LHH Recruitment Solutions médicale et santé au travail depuis 21 ans dans le groupe Adecco. C'est bien cela? Hâte d'échanger avec toi. Merci d'être avec nous. Également avec nous Paul Lannoy. Bonjour Paul. Bonjour David. Tu es Paul depuis 6 ans chez Adecco Médical. Tu es directeur d'une agence Adecco Médical. Est-ce que j'ai tout bon Paul? Tout bon, spécialisé dans les médecins. Paul, merci d'être avec nous en duplex, je le précise. Je pense qu'on est prêt. Donc on est parti pour Conversation RH, 6e épisode. Allez, on va commencer cet échange entre nous. On le voit, les professionnels de santé n'ont jamais été autant au cœur de l'actualité depuis ces derniers mois. Et c'est le moment de pouvoir évoquer ce sujet du recrutement de professionnels de santé et ces sujets des médecins du travail qui ont été vraiment également au cœur des entreprises, en première ligne pour cette période qu'on connaît de la Covid. Avant de parler des médecins du travail, j'aimerais, Valérie, Paul, vous entendre sur la manière dont a évolué le marché du recrutement pour les professionnels de santé ces derniers mois. Comment ça a évolué, Valérie? La pénurie existe et elle s'accentue d'année en année. Il existait des déserts médicaux dans les zones rurales, mais aujourd'hui, il existe une pénurie médicale, y compris dans les grandes villes. Ouais. C'est ce que tu vois. Et donc, d'année en année, ça a toujours été de pire en pire. En fait, c'est ce que je comprends jusqu'à aujourd'hui. C'est exactement cela. On pensait que ça s'arrangerait, mais ça ne s'arrange pas. Et puis, c'est une question numerus clausus. Les médecins sont pas suffisamment aujourd'hui diplômés et nous attendons au moins encore 10 ans pour que cela s'arrange. Tu parlais de déserts médicaux. En travaillant sur ce podcast, j'ai découvert qu'il y avait des déserts médicaux qui étaient très proches de très grandes villes. Enfin, je voyais dans le 94, qui est la banlieue parisienne, ce sont des déserts médicaux comme une ville comme Champigny-sur-Marne, par exemple, qui est à 15 minutes de Paris. Donc, effectivement, on est dans ce que tu dis, une pénurie majeure. Oui, et cela existe aussi encore plus près de Paris. À Boulogne, sur certaines spécialités, les patientèles ne sont pas reprises par les médecins. Ouais. Et nous ne trouvons plus aujourd'hui ni de dermatologues, ni de radiologues pour reprendre des cabinets. Ouais. Paul, ta vision sur l'évolution? Je rejoins Valérie. Aujourd'hui, les hôpitaux, alors on va dissocier le public du privé. Les hôpitaux publics sont en souffrance, que ce soit sur le personnel médical ou non médical. Il y a 2 problématiques pour moi qui sont couplées. La première, c'est la volumétrie qui est grandissante. J'appelle volumétrie, en fait, toutes les sollicitations des établissements de santé pour des remplacements de médecins en garde ou en journée. Ouais. Mais surtout aussi sur la pérennisation du poste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant les volumes grandissent chaque année que le poste ne se pérennise pas. C'est-à-dire qu'un besoin, par exemple, ce qui est vrai pour l'anesthésie aujourd'hui, quand j'avais besoin de 100 ETP en anesthésie en 2020, c'est peut-être 150 en 2021. Et quand avant, c'était sur 1 mois ou 2, aujourd'hui, c'est sur 3, 4, 5 mois. Donc, ils sont face à cette vraie difficulté qui est la fidélisation, la pérennisation du poste. Et effectivement, certains titulaires qui aussi lâchent le poste petit à petit, qui fait que la volumétrie grandit assez régulièrement. Donc c'est un effet qui est croissant et ce depuis 5 ans, effectivement, depuis ma prise de fonction, je l'observe, je le déplore aussi. Pour le privé, c'est un peu différent, c'est plus à la marge et on est moins dans des périodes de sollicitation grandes, c'est plus sur du court terme, des vacances scolaires ou suite à un impondérable, sur quelques jours ou quelques gardes. Donc on voit vraiment qu'il y a un écart qui se creuse entre les besoins du privé et du public. Et j'imagine que ces dernières années, les soins se sont complexifiés aussi. C'est-à-dire que des médecins de ville envoient des patients faire des IRM, des examens qui sont de plus en plus complexes parce que de plus en plus accessibles. Et donc, du coup, ça accentue encore plus la demande et donc la pénurie de médecins parce que le numerus clausus n'a pas augmenté drastiquement, Paul. Il y a ça, effectivement, ça c'est un effet de masse, effectivement, qui donne une surcharge de travail. Il y a aussi un effet propre à l'évolution. Aujourd'hui, la démographie est escalée, donc on fait face aussi à cette difficulté-là. Aujourd'hui, ces hôpitaux ont peu d'alternatives, si ce n'est avoir recours à des cabinets experts comme nous, que ce soit dans le recrutement, dans le remplacement, parce qu'on est vraiment, nous, l'intermédiaire pour eux, pour pallier à leurs besoins,
que ce soit dans l'urgence ou dans l'anticipation. Mais aujourd'hui, c'est vrai, cette problématique se veut pour autant à l'écoute des instances de la santé, mais très compliquée à jongler avec les impératifs et les attentes des candidats et les impératifs qu'ont les structures de santé. Alors, on va en parler, Paul, dans quelques instants. Juste avant, j'aimerais qu'on reparle de cette période Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle trace cette période a laissé sur les professionnels de santé pendant la période et après, si j'ose dire, si tant est qu'on soit après, mais en tout cas actuellement, Paul? Alors, effectivement, il y a deux niveaux. Le pendant a été assez intense puisqu'ils ont été sursollicités sur leur métier. On a vu pas mal d'événements qui sont intervenus. On a fermé des blocs pour accueillir des patients en réanimation. Et aujourd'hui, tout le corps médical s'est vraiment sensibilisé pour accompagner les patients dans cette pandémie. C'est-à-dire qu'ils se sont sentis encore plus en phase avec leur métier, leur engagement, leur serment d'Hippocrate. À ce moment-là, c'était vraiment le moment le plus fort, en fait, c'est ça? Complètement. Éthiquement parlant, on est au plus profond vraiment du cœur de métier. Tu parlais tout à l'heure du cœur de métier. Là, aujourd'hui, la passion, la flamme, pour l'appeler comme ça, a vraiment été assez flamboyante et vraiment, on a senti une mobilisation. Certains ont parlé de réquisition. Moi, je pense que c'est plus le dévouement naturel qui les a fait s'investir autant, au plus haut de la pandémie en tout cas. Et c'est pour ça qu'on les applaudissait à 20h d'ailleurs. Exactement. On le voyait bien. Exactement. Et après, du coup, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Et après, il y a l'après, il y a le maintenant. Donc, il y a deux vagues. Il y a un effet naturel de fatigue, parce que cette sursollicitation que j'évoquais, nécessairement engendre une fatigue certaine. Et surtout, c'est une piqûre de rappel sur le fait que clairement, aujourd'hui, le manque de personnel a nécessité cette sursollicitation. Parce qu'aujourd'hui, confronté, alors c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'exceptionnel, cette pandémie, bien entendu. Mais aujourd'hui, rappel à l'ordre à la réalité. Aujourd'hui, on est confronté à des profils, pour les médecins en tout cas, où ils voient bien clairement qu'aujourd'hui, la pandémie était un pic de sursollicitation, mais sans pandémie, ils sont déjà aujourd'hui sursollicités. C'est pour ça que ce manque d'effectifs drastique, aujourd'hui, ils en sont fatigués. C'est épuisant, c'est éreintant. Et certains prennent deux directions différentes. Soit arrêtent de travailler, font une vraie pause pour burn-out, pour repos, pour d'autres raisons qui les concernent. Soit diminuent leur temps de travail pour aussi penser à eux, récupérer et justement ne pas finir en arrêt total. Soit commencent à trouver, et c'est mon dernier niveau de réponse, des alternatives à leur métier. C'est-à-dire, certains aujourd'hui vont s'ouvrir à des consultations mi-salariat, mi-libérales, ou vont trouver des échappées à travers des consultations un peu plus soft, entre guillemets, c'est-à-dire, je pense à la téléconsultation, qui est un bon compromis pour eux, effectivement, de pallier à la désertification sur certains bassins, et aussi de renouer avec leur métier en étant chez eux plus serein, plus tranquille, sans être dans le stress de l'urgence ou dans le stress de l'opération. Donc voilà, aujourd'hui, c'est comme on voit une reconversion vraiment. L'amour du métier est là, la flamme est là quand même, mais ils se préservent. Aujourd'hui, la préservation vraiment est aujourd'hui un élément majeur pour eux. Valérie, ils se préservent, les professionnels de santé? Ils se préservent, mais ils se sont en effet très engagés, surengagés parfois. Nous avons fait appel à des médecins en fin de carrière ou à la retraite qui revenaient travailler. Certains, contre les avis des familles, des enfants ou des maris qui disaient prenaient un risque, n'allez pas dans les hôpitaux pour rendre service. Donc, il y a eu un surengagement. Il y a eu une sursollicitation des médecins coordonnateurs dans les entreprises puisqu'ils étaient toujours en cellule de crise. Il y a eu aussi des changements de travail, c'est-à-dire que le travail à distance, qui n'était pas dans la culture médicale pour tous, a modifié les méthodes de travail. Beaucoup de médecins ont travaillé par visio. Donc ça, c'était pendant la crise. Et l'effet post-crise, ça a été beaucoup de fatigue, ça a été des remises en question de leur carrière, mais ça a été aussi, j'ai en tête des médecins coordonnateurs d'entreprises qui ont été en cellule de crise constamment. Ça a été aussi des envies de lever le pied, de travailler moins. Et on peut bien le comprendre. De prendre des pauses et de profiter de la famille. Donc, il y a eu de véritables questionnements, des remises en question philosophiques, existentielles. Une rupture aussi peut-être avec les pratiques de nos papas, grands-papas médecins qui étaient nuit et jour toujours sur le pied de guerre. Et là, on sent aussi que les jeunes médecins ont cette envie d'un équilibre vie perso, vie pro un peu plus stable, un peu plus équilibré. Exactement. On le sent ça très fort. Alors, c'est pas forcément dû ça à la crise, c'est dû à la nouvelle génération des médecins aujourd'hui qui préfèrent travailler 3 ou 4 jours semaine et profiter de leurs loisirs, contrairement à leurs parents qui travaillaient 70 heures par jour et qui étaient très, très investis. Donc, on a une nouvelle génération dans toutes les spécialités aujourd'hui de médecins qui changent. Mais alors, comment on fait pour recruter dans des conditions
pénurique, dans des conditions post-Covid, dans des conditions où les jeunes médecins veulent profiter un peu plus de leur temps personnel. Pas simple, hein, Valérie? Alors, pour recruter, c'est pas simple, d'autant que nos chers candidats médecins n'ont pas besoin de nous pour trouver du travail, hein. Toute la France cherche des médecins dans toutes les spécialités, mais c'est aussi le cas en Outre-mer où nous intervenons. Donc, en fait, nous recrutons avec beaucoup d'écoute. Il faut être à l'écoute de nos candidats, de leur mobilité, de leurs projets, de leur envie de travailler à temps partiel ou à temps plein. Et c'est quand nous avons bien écouté notre candidat que nous pouvons lui proposer des projets. Parce qu'aujourd'hui, un médecin n'a absolument pas besoin d'un cabinet pour l'accompagner. Oui. A priori, il n'a pas besoin. Et quand nous échangeons avec lui et que nous lui apportons des solutions, il est parfois très étonné de la façon dont on peut l'aider. Ouais. Comment on peut l'aider, le candidat, Valérie? C'est-à-dire que votre rôle à vous dans les recrutements, avec les recruteurs, mais avec les professionnels de santé, quel est-il? Nous l'accompagnons à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, parce qu'il y a des sujets sur lesquels il n'est pas très à l'aise avec les clients, par exemple. Si on prend l'aspect rémunération, un candidat va nous parler de ses prétentions, de sa rémunération, et il sera ravi que nous échangions avec le client lorsqu'il y a une négociation, par exemple. C'est ça. Il n'a pas le temps, le médecin, de chercher du travail. Parfois, il est en veille, mais pas actif parce qu'il est absolument sollicité toute la journée. Donc, quand on vient vers lui en lui proposant tout un choix et une mobilité, c'est de cette façon qu'on peut l'aider en l'écoutant. Ouais. Et c'est quoi, Paul, les différents postes qui peuvent intéresser les professionnels de santé? Comment vous leur présentez? Quels sont les postes qui vont les intéresser plus que d'autres? Alors, plus que de postes, on va essayer de parler de projets avec eux. On parle de nouveaux projets, d'ouverture, que ce soit sur différentes steps. On parle de bassin géographique, une mobilité potentielle pour eux aussi. Changer de vie, c'est aussi changer des fois de territoire, bousculer un petit peu ses habitudes pour renouer avec un renouveau et repartir ailleurs sur un nouveau projet. Quand je parle de projet, ça peut être effectivement dans des structures soit publiques, soit privées, parce qu'aujourd'hui, que ce soit l'une ou l'autre, ont toute cette faculté de proposer vraiment un accompagnement, que ce soit dans la formation ou dans du développement de projets. L'hôpital de jour, par exemple, a été très à la mode, il est encore aujourd'hui. Sur certains blocs aussi, plus chirurgicaux, l'équipement peut faire la différence. Donc aujourd'hui, c'est de dire, on est vraiment aujourd'hui accompagnant, à l'écoute, et on est force de proposition sur des choses qui spontanément on n'avait pas en tête parce que, comme on dit, de la tête dans le guidon. Notre rôle, c'est de leur en sortir et de leur dire, voilà, je suis près de toi, je suis accompagnant, tu dépends pas de moi. Pour autant, la différenciation que je vais t'apporter, c'est qu'aujourd'hui, je vais te suivre sur cette nouvelle prise de poste et je vais t'accompagner à très court ou moyen long terme. C'est comme un coach de carrière, en fait, pour des professionnels de santé, c'est ça? C'est l'accompagner au long cours sur sa carrière pour l'aider à faire les bons choix? Les bons choix, en tout cas, lui proposer les bons choix potentiels. Après, le bon choix, je pense que chaque bon choix dans la santé est un bon choix, quoi qu'il se passe. Après, c'est surtout, lui faire un rappel à l'ordre en lui disant qu'aujourd'hui, il y a un éventail de choix possibles qui peut être fait soit par lui-même, certainement, mais c'est un confort qu'on lui apporte d'accompagnement en étant là pour lui dans le suivi, dans l'accompagnement. Effectivement, coach de carrière peut être un terme associé et qui peut un peu englober tout ce que j'ai dit, mais voilà, être force de proposition avec lui et vraiment s'intéresser pour lui sur des sujets, sur des formations, parce qu'on est aussi accompagnant là-dessus. On finance des formations à certains de nos médecins remplaçants, par exemple. Donc, on est vraiment à l'écoute du marché, on est vraiment à leur écoute. On a aussi des standards qualité qui sont assez prononcés auprès de nos candidats, tout comme nos clients d'ailleurs. Et ces standards se veulent vraiment écoutants, se veulent bienveillants et se veulent vraiment à l'écoute pour pouvoir se remettre en question nous-mêmes. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait pas assez bien ou pas encore, on va commencer à le faire ou le faire mieux. Comment se fait-il que les médecins ne soient pas en veille? Ça ne fait pas partie de leur culture, Valérie, d'être en veille sur les différents postes. Ils sont tellement attachés à leur pratique, à leurs patients, qu'ils n'arrivent pas peut-être à lever la tête du guidon, comme le disait Paul, et voir quels pourraient être les chemins ailleurs. Alors, ils sont très occupés, très sollicités. Ils ne sont pas en veille parce qu'il y a un principe de cooptation aussi entre eux. Quand un médecin se sent pas très bien dans un service, il peut en parler avec un autre médecin avec lequel il a fait ses études. Donc, il n'est pas en veille active. Et quand un médecin répond à une annonce, ça reste quand même très, très rare. Très rare, d'accord. C'est la raison pour laquelle c'est à nous de leur proposer des postes sur mesure en écoutant leurs désirs, leurs envies.
Accompagner un médecin aujourd'hui, c'est pas l'accompagner lui seul, c'est accompagner sa famille, c'est accompagner son conjoint, ses enfants. Parfois, le conjoint est aussi médecin. Donc, nous essayons de trouver des solutions pour lui proposer un poste selon sa spécialité. Donc, on est vraiment dans des changements de vie plus que des projets professionnels uniquement. Hmm. Mais alors, comment vous faites, dites-moi, Paul, Valérie, pour aller convaincre ces médecins de donnez-nous le secret, qu'on sache quand même, Valérie? Je dirais que c'est une grande part d'écoute sur leurs envies. Et puis ensuite, nous rebondissons sur toutes les missions que nous avons sur toute la France, dans différents modes d'exercice, libéral ou CDI. Mais ça peut être un médecin qui a envie d'aller aux Antilles, qui veut aller dans le sud de la France, retrouver sa ville natale. On est vraiment à l'écoute. On n'est pas forcément sur un projet à court terme. Ça peut être un médecin qui nous dit moi, dans 3 ans, je veux retourner dans ma région stéphanoise. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps. Et donc, nous notons que dans 3 ans, il va retourner à Saint-Étienne. En tout cas, il a cette volonté-là. On est vraiment sur du long terme concernant nos projets. Paul, c'est quoi tes secrets pour aller convaincre, pour aller trouver les médecins qui pourraient être recrutés sur un autre poste? Je pense que tout à l'heure, je faisais référence aux standards qualité, aux attentes candidats. Elles sont vraies aussi si on connaît bien le marché, c'est-à-dire avoir les mêmes souhaits, les mêmes attendus auprès du client, le client étant l'établissement de santé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut bien comprendre aussi l'attente d'un établissement de santé pour ne pas se tromper, que le matching entre le candidat et l'établissement de santé se fasse bien. Si on comprend pas assez bien ce que veut le candidat, le médecin ou le non-médecin, et ce que veut ou pas l'établissement de santé, l'intermédiation est pas bonne parce que ça n'a pas bien fonctionné, pas bien matché, et on crée une problématique qui n'aurait pas lieu d'être. Je pense être vraiment à l'écoute et comprendre l'attendu du centre de santé et du candidat, c'est très important pour qu'on les mette vraiment en phase sur leurs attentes respectives. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important et ce ne sont pas des profils de candidats qui sont habitués à être en veille, à construire un CV, ils ne sont pas fait d'école de commerce. Ce sont des candidats qui sortent d'une école de médecine avec une éthique profonde pour la santé et dans le bien-être de tous. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on va séduire différemment que par cette approche très, très à l'écoute qui se veut vraiment qualitative. Ouais. Et alors, qu'est-ce que viennent chercher les médecins que vous accompagnez, ces médecins à la carte, comme on peut les appeler, Valérie? Ce qu'ils viennent chercher, c'est un certain confort sur la possibilité que nous avons de leur proposer des modes d'exercice variés, différents endroits sur toute la France, du public, du privé, du travail à temps partiel ou à temps plein. À travers toutes nos offres, nous avons une possibilité et une couverture nationale telle que chaque spécialité retrouvera un poste idéal. 25 spécialités chez Adecco Medical et LHH Recruitment Solutions actuellement, donc il y a effectivement pas mal de spécialités. Paul, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les médecins qui viennent te voir? Alors, ils vont chercher avant tout une liberté que ce soit dans l'emploi du temps que dans la pratique, parce qu'aujourd'hui, un médecin remplaçant va être disposé ou pas à intervenir sur des périodes courtes ou plus longues, que ce soit dans le public, dans le privé, que ce soit en clinique, en hôpital ou en nécessaire. Donc, il va chercher ce compromis entre la mobilité et la flexibilité du temps de travail, cette diversité aussi dans la pratique. En hôpital ou en clinique, c'est pas la même chose. En nécessaire ou en EHPAD, c'est encore autre chose. Donc, c'est renouer un peu avec la pluridiscipline de la fonction. Aujourd'hui, un médecin remplaçant s'inscrit pas dans la durée, c'est 2-3 ans maximum sur des périodes plus ou moins longues. Après, il a quand même à cœur de prendre un poste de manière plus pérenne ou de faire des temps de pause. En tout cas, voilà ce qu'il va essayer de trouver avec nous, c'est ce compromis, ce multi-compromis en fait, entre le temps de travail et la diversification des missions qu'on peut lui proposer, tant géographique que sur le type d'établissement. Et alors, quels sont les tips que vous pourriez partager avec des établissements de santé qui souhaiteraient recruter des médecins de toutes les spécialités? Il y en a 25, on l'a dit. Qu'est-ce qu'il faut proposer à ces médecins, Paul? Je pense que déjà, il faut accueillir pour ces médecins remplaçants, encore une fois, parce qu'il y a quand même 2 profils bien distincts là-dessus. Sur la partie remplaçant, il faut savoir bien les accueillir. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas évident parce qu'on va recevoir un candidat qui n'est connu de personne, ni du personnel administratif, ni médical ou paramédical. Donc, il va falloir aujourd'hui être conciliant par rapport à ces profils-là qui sont censés être adaptables, mais qui vont intervenir sur une période de court terme. C'est une rustine, en fait, qui vient colmater un besoin. D'accord.
Deuxième point, aujourd'hui, il faut vraiment être en phase aussi sur la partie en cas de poste plus pérenne, donc sur le partie recrutement. Il faut être en phase avec ce qui se fait sur le marché, c'est-à-dire respecter les impératifs propres à la rémunération, propres à la fiche de poste, propres à la charge de travail, que ce soit sur les astreintes, le nombre de lits à charge par exemple. Il faut vraiment arriver aujourd'hui à inscrire un confort de travail, entre guillemets, à ces candidats parce qu'ils sont sursollicités et épuisés en fait de leur travail. Valérie, les tips de ton côté pour bien recruter, pour séduire les Alors, médecins? David, c'est tout un art. Je ne Ah vais pas oui, te donner j'imagine. tous nos secrets, mais la principale caractéristique de notre équipe et de nos experts qui font ce métier depuis plus de 10 ans, c'est l'écoute. C'est l'art de bien écouter un candidat qui est roi aujourd'hui. Nous sommes sur un marché candidat. Donc, c'est l'art de l'écoute. Qu'est-ce qu'il veut? À quel prix, hein? On a peu évoqué la rémunération avec Paul, mais ça reste un élément très important. Pour quelle rémunération partirait-il dans un autre établissement? Où partirait-il? À quelle échéance? C'est vraiment l'écouter. Donc, c'est vraiment l'art de l'écoute. Ouais, ouais. Alors, vous les sélectionnez quand même, les candidats, les médecins. Comment vous les sélectionnez? Il y a des critères, j'imagine. Bien sûr, c'est très important. Ils ont entre leurs mains, et sans jeu de mots, ils ont entre leurs mains la vie des patients. Donc, avant toute chose, tous nos médecins sont inscrits à l'ordre parce que c'est vraiment une obligation. Bien sûr. C'est dans nos process de recrutement. Donc, tous les médecins sont inscrits à l'ordre, y compris les médecins européens. Nous ne pouvons pas, par exemple, faire travailler un médecin africain qui ne serait pas inscrit à l'ordre ou un médecin chinois ou japonais. Donc, il y a des équivalences en Europe. Et ensuite, nous faisons des prises de référence, c'est-à-dire que nous lui proposons de nous transmettre des contacts de collègues avec qui il a travaillé et nous pouvons avoir une idée de la façon dont ça s'est passé. Et nous le questionnons aussi beaucoup sur sa capacité de travailler en équipe et ses expériences précédentes et sur ses motivations à venir pour le projet suivant. Ouais. Tu parlais de médecins européens. Est-ce qu'il y a des grandes différences dans la pratique entre un médecin italien, un médecin français ou un médecin roumain, par exemple? On voit qu'il y en a de plus en plus des médecins européens qui arrivent en France. Oui, il y a énormément de médecins européens. Et d'ailleurs, nous avions des chargés de recrutement qui étaient italiens, espagnols, roumains, pour mieux accueillir ces médecins qui arrivaient en France, mais surtout pour mieux collaborer avec ces médecins qui travaillaient déjà en France depuis quelques années et pour tisser des réseaux, parce que nous n'avons pas évoqué le réseau, mais il y a des réseaux de médecins et c'est important pour nous de les connaître. Alors, il y a des différences en fonction des spécialités, mais globalement, le système médical français avec la carte vitale n'est pas le même dans certains pays d'Europe. Mais plus particulièrement, je pense à une spécialité qui est le médecin du travail. Eh bien, un médecin du travail en Angleterre ne va pas du tout avoir la même mission que le médecin du travail en Italie ou en France. Bon, on va en parler dans quelques instants. Restez avec nous parce qu'on va avoir un focus passionnant sur les médecins du travail. 2 dernières questions avant de passer dans la partie des médecins du travail. Paul, quelles ont été les nouvelles missions qui ont été vécues par les médecins pendant la crise? Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit par Valérie, mais tout à l'heure, j'ai fait allusion à une alternative, un compromis en tout cas, qui est la téléconsultation. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment une pratique qui se répand. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années, mais vraiment qui aujourd'hui a fait un gros essor pendant cette période de Covid, qui n'est pas terminée malheureusement. Aujourd'hui, il y a quand même 2-3 gros acteurs sur lesquels il y a vraiment un flux de sollicitations de la part des patients qui explose. Et nous-mêmes, aujourd'hui, on est accompagnants sur ces prestataires, en les accompagnant, en leur mettant à disposition des candidats qui sont dans notre vivier, pour justement pallier à cette sursollicitation des patients qui, soit trouvent le confort de faire appel à un médecin à distance, soit n'ont pas le choix, on parlait tout à l'heure de désert médical, de faire appel à cette alternative-là. Donc ça, par exemple, aujourd'hui, c'est une pratique qui se répand, qui peut séduire. Alors, c'est du court terme parce que ce sont des médecins qui ont quand même, à leur demande et à la demande de ces acteurs de téléconsultation, d'avoir une activité quand même pérenne, que ce soit dans le libéral ou dans le salariat. Personne aujourd'hui, ou très rares, sont ceux qui sont dédiés 100% à cette activité. Parce qu'il faut quand même avoir un pied un peu, comme on dit, dedans. Comment s'est vécue cette digitalisation par les médecins, Paul? Alors, elle est bien acceptée. Aujourd'hui, même pour les plus anciens, on n'est pas sur des niveaux d'attente très prononcés dans le digital. C'est une connexion Internet, c'est de la visio avec quelques liens, etc. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait assez aisément.
Si on se projette un peu plus tard dans le futur, on sait que 30% des métiers n'existent pas encore demain. Je pense qu'effectivement, on est à l'aube, en tout cas, d'une approche qui va plus loin que le digital. On parle de la robotique, on parle de la nanotechnologie, etc. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose, une nouvelle pratique médicale. Le médecin sera plus dans la prévention que dans le curatif. Je pense, aujourd'hui en tout cas, les études le disent. La démographie aussi, hein, on voit que ce sont des médecins qui vont plus être dédiés à 100% à la pratique, soit parce qu'assistés par l'IA, hein, l'intelligence artificielle, soit par d'autres modèles informatiques. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui se prépare. Certains sont déjà dedans, donc pour les plus jeunes. Les intermédiaires, on va dire la tranche d'âge 40-50 ans, sont faits de ça, sont en veille et se font former. Et je pense qu'il y aurait une nécessité d'accompagner les plus anciens qui, aujourd'hui, en fin de carrière ou en pré-fin de carrière, auront besoin d'être accompagnés dans ce type de mutation technologique parce qu'on est vraiment plein dedans, en plein essor. La téléconsultation est une première étape. La seconde étape qui se pratique déjà, hein, l'opération à distance. Aujourd'hui, un patient peut être opéré depuis New York sur Marseille, par exemple. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un tournant que la médecine va prendre et qu'il va falloir aussi, nous, acteurs intermédiaires, être présents, être au fait de tout ça pour être accompagnants, soit dans les formations, soit dans l'évolution, suivre un petit peu ces métiers-là qui n'existent pas encore pour être précurseurs et présents sur ce marché-là. Très clair, merci beaucoup Paul. Allez, on va parler d'un métier que vous suivez particulièrement parmi les 25 spécialités qui sont traitées par Adecco Medical et LHH Recruitment Solutions. C'est le métier de médecin du travail. Et je vous propose de faire un focus tout particulier sur cette profession qui était en première ligne pendant la crise. Et on se rend compte à quel point c'est indispensable en entreprise. Valérie, depuis quand existent les médecins du travail ? Je crois que c'est vertigineux, parce qu'en préparant l'émission, je me suis un peu documenté. C'est incroyable, ça date de très, très, très longtemps. Oui, ça date de très, très longtemps. Et à l'époque de l'Antiquité déjà, et à l'époque d'Hippocrate, les médecins étaient chargés de surveiller le plomb dans la métallurgie parce qu'ils voyaient les effets des empoisonnements et de la toxicité du plomb auprès des salariés. Ça existe depuis longtemps, mais comme le masque chirurgical aussi qui existe depuis très longtemps. Mais revenons à nos siècles. Il existe deux types de médecins du travail, ou en tout cas deux types d'établissements, soit en service inter-entreprise, là où vous allez passer vos visites médicales, mais aussi des entreprises du CAC 40 qui salarient dans des services autonomes des médecins du travail. Et il y a une loi en 2002, et là nous allons fêter l'année prochaine nos 20 ans d'existence, une loi a interdit l'intérim des médecins du travail. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle, historiquement, notre cabinet est né à l'issue de cette loi qui interdit l'intérim des médecins du travail. Et nous avons pensé à créer un cabinet de recrutement. Et c'est de cette date que date notre historique sur cette spécialité qui est passionnante parce qu'au cœur des maux et de la santé des collaborateurs dans les entreprises. Ouais. Et ils ont été, on le disait, en première ligne pendant la crise, ont un rôle très, très important, ces médecins du travail. Ils ont été très sollicités, très engagés parce que tous les sujets étaient proches d'eux, que ça soit les masques, la façon de le porter, mais aussi les distances, l'ergonomie des postes de travail, mais aussi la gestion du télétravail. Tous les sujets étaient ramenés à leur spécialité. Leur spécialité, c'est la prévention de la santé auprès des collaborateurs. Donc, ils doivent travailler entre les directions, mais aussi sont proches des salariés et ils veillent à la prévention. Dans quel type d'entreprise on doit mettre en place un médecin du travail ou une médecin du travail ? Globalement, toutes les grandes entreprises qui ont plusieurs centaines de salariés ont un agrément et ont un service autonome. Ils ont à peu près entre 50 et 150 médecins du travail, avec un médecin coordonnateur. C'est des vrais petits hôpitaux, des services médicaux, avec d'autres spécialités aussi associées. Mais il existe aussi des médecins du travail dans des grands hôpitaux, parisiens pour lesquels nous intervenons. Et nous avons aussi des médecins du travail dans des services entreprises pour lesquels nous intervenons sur toute la France, mais aussi en Outre-mer. Donc, cette spécialité, nous pouvons la retrouver dans plusieurs types d'établissements, mais elle est surtout mal connue du grand public. Ouais. Il y a un vrai travail de prévention sur beaucoup de sujets dont nous n'avons pas connaissance. Allons-y. Par exemple, l'ergonomie.
Ouais. La façon, David, dont tu es assis dans ta chaise. Je suis bien ou pas là ? Le micro, peut-être tu es trop près de la table et tu n'as pas mis tes avant-bras sur la table. Ouais. Donc, l'ergonomie, c'est une spécialité, Oui. mais aussi la toxicologie, mais aussi la radioprotection, les ondes. Tout ça, ce sont des spécialités gérées par les médecins du travail et c'est absolument passionnant. Ça joue un rôle dans le bien-être au travail, d'après ce que je comprends, également le médecin du travail. Pourquoi ? Parce qu'avant de parler de bien-être au travail, on parlait beaucoup de stress. Le stress, on n'en parle plus. On parle aussi maintenant de RPS. RPS, c'est risques psychosociaux. Donc, on est dans l'air du temps. Aujourd'hui, dans des entreprises tertiaires, je pense à des entreprises qui seraient, par exemple, des banques, mais aussi des établissements recevant beaucoup de public. Les risques psychosociaux sont vraiment les sujets portés par les médecins du travail. Mais alors, les médecins du travail sont en première ligne pour aussi identifier des nouvelles maladies professionnelles indemnisables. Ça a été le cas, on parlait d'histoire tout à l'heure, entre les deux guerres. Ils ont beaucoup été en observation pour que certaines maladies deviennent indemnisables. Et plus récemment, on parlait du burn-out, qui est devenu aussi une maladie professionnelle indemnisable. Est-ce que les médecins du travail observent aujourd'hui des nouvelles maladies professionnels qui sont en train d'arriver du fait de notre époque, peut-être du télétravail, peut-être de nouvelles pratiques de travailler? Alors, cette question est intéressante. Je ne dirais pas que nous sommes dans de nouvelles maladies et j'ai appelé un médecin du travail pour répondre précisément à ta question avant cette émission. Des nouvelles, non. Mais en revanche, ce qui est très différent, c'est que le médecin du travail, pendant la crise Covid, il a géré les collaborateurs en télétravail en souffrance. Oui. C'est-à-dire que ça n'existait pas. Un collaborateur isolé chez lui et en souffrance parce qu'il était isolé, ça, c'était une maladie, on va dire, un peu nouvelle parce que le télétravail n'était pas très présent. Donc oui, sur cela. Et ensuite, le rôle du médecin du travail, c'est vraiment d'identifier de nouvelles maladies, comme tu le dis, et ensuite de les rapporter dans un tableau, de les identifier. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas tant sur de nouvelles maladies, mais on est plutôt sur des sujets qui sont compris dans les RPS, plutôt que des maladies qu'on ne connaîtrait pas encore. D'accord, très bien. J'ai une dernière question sur les médecins du travail. Il y aurait énormément de choses à dire. Dans cet entretien-là, je m'intéresse aussi à l'entreprise, à la culture d'entreprise. Un médecin n'a pas forcément une culture d'entreprise, un médecin au sens large. Or, est-ce qu'un médecin du travail doit avoir la culture de l'entreprise pour laquelle il travaille ? Il a la culture de l'entreprise et le médecin du travail. D'abord parce que quand il n'est pas dans un service inter-entreprise, il est dans une entreprise. Oui. Donc, il a envoyé un CV. Il a un CV. Pas comme un chirurgien ou un anesthésiste ou un radiologue qui n'a pas de CV. Oui, c'est en ça que c'est des médecins particuliers. C'est des médecins vraiment professionnels. La culture est très différente. Ouais. Donc oui, ce médecin du travail, il travaille avec des DRH, avec des directions. C'est au milieu c'est entre le cadre et le professionnel de santé. Exactement. C'est exactement au milieu, en fait, quelque part. Allez, on va passer sur la conclusion de ce podcast. Avant de se quitter, est-ce que vous auriez un message à passer aux candidats, aux recruteurs ? Paul ? Alors, un seul message. Il y en a beaucoup, j'imagine. On va essayer d'en faire qu'un seul, assez utile. Alors, pour les candidats, c'est n'hésitez pas, osez nous solliciter, osez faire un choix de carrière un peu différenciant avec notre expertise aussi, notre regard. On est là pour vous, on est accompagnant, on est à votre écoute. On est là pour vous trouver le meilleur compromis possible pour que vous renouiez vraiment, et ce à chaque étape de votre parcours, avec le soin, la santé. C'est un travail exigeant, compliqué, difficile. On ne peut que partager ça et vous comprendre. Et on a à cœur, nous aussi, profondément, d'être vraiment le bon interlocuteur pour vous accompagner dans votre carrière, que ce soit à un instant T ou de manière plus ou moins longue. Valérie ? Message pour les candidats, eh bien, écoutez, n'hésitez pas parce que vous n'imaginez pas un seul instant le nombre de missions, de postes que nous avons à vous proposer partout en France, en Outre-mer, sur tous les modes d'exercice. N'hésitez pas à venir vers nous et nous trouverons le poste qui vous correspond le mieux. Et puis, message aux recruteurs, eh bien, sachez écouter les candidats parce que c'est la clé des projets à venir. Merci beaucoup Valérie Lebopin. Je rappelle que tu es directrice chez LHH Recruitment Solutions, médical et santé au travail. Merci pour ton intervention. Merci Paul Lannoy. Merci à toi David, merci beaucoup pour ce sujet essentiel et j'espère que le message sera clair. Nous sommes partenaires et nous sommes vraiment accompagnants pour vous. Merci à tous.
de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode. Et si vous voulez en savoir plus sur l'accompagnement sur les sujets santé, rendez-vous sur le site Adéco Médical et sur le site LHH Recruitment Solutions, section médecins et santé au travail. Et pour ne rien rater de ces échanges passionnants, n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes de Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. À très bientôt.